Bonjour à tous, c'est l'heure de votre séquence Israel Insight. Si vous, chers téléspectateurs, vous voulez tout savoir sur l'actualité israélienne, surtout, restez avec nous. La séance de rattrapage, c'est maintenant. Vous allez être incollable sur Israël, c'est promis, on est parti. Elles envahissent vos salons et vos bureaux, mais désormais elles sont aussi dans les salles de classe de vos enfants. Les tablettes électroniques sont utilisées dans de nombreuses écoles israéliennes. L'occasion de personnaliser l'éducation des enfants et de les faire entrer de plein pied dans le 21e siècle. Mais aujourd'hui, de nombreux parents se plaignent de cette utilisation. C'est trop cher, c'est trop individualiste. Et oui, la tablette ne fait pas l'unanimité. Regardez. La révolte gronde dans les écoles israéliennes. Un groupe de parents menace de déposer une pétition contre l'utilisation des tablettes électroniques dans les classes de primaire. Ils essaient de nous donner l'illusion que c'est une avancée majeure, mais au final, c'est une expérience qu'on fait sur nos enfants. Pour les parents, cet usage n'est rien d'autre qu'une expérimentation irresponsable et non encadrée. Selon les chiffres du ministère de l'Éducation, 200 écoles participent actuellement à un programme éducatif basé sur des ordinateurs portables ou des tablettes. Les problèmes qui en découlent sont nombreux, ondes dégagées par les appareils ou même inégalités sociales rencontrées par les élèves, le tout mené par des professeurs non formés. Chaque tablette émet des ondes. Un usage prolongé peut toucher le cerveau et causer des tumeurs, entraîner une baisse de la fertilité, endommager le système nerveux, et la liste est encore longue. Des centaines de parents protestent aujourd'hui au sein d'un groupe Facebook intitulé « Expérience sans surveillance », un groupe mené par des parents d'Hod Hasharon, ville du nord de Tel Aviv. Pour sa défense, le ministère de l'Éducation avance qu'il s'agit d'une nouvelle technique d'éducation qui permet à chaque élève de conserver son appareil en classe et à la maison. Une approche qui privilégie l'individu, qui cible ses faiblesses personnelles et qui permet d'en faire un citoyen digital à même d'interagir au XXIe siècle. Certains enfants sont même très satisfaits. C'est plus facile, les livres étaient beaucoup plus lourds et c'est plus confortable de lire sur un iPad. Suite à cette protestation, les parents de 6 écoles élémentaires d'Hod Hasharon ont voté par rapport à la poursuite de ce programme éducatif. 2 ont voté contre, 2 autres censés rejoindre le programme s'y sont opposés et les 2 dernières sont en négociation. Le représentant des parents, Eran Reichman, compte envoyer une lettre au ministre de l'Éducation, Naftali Bennett. Elle soulignera notamment le fait que les parents sont obligés de dépenser des centaines de shekels pour ces appareils et que ces mesures enferment les enfants dans un monde virtuel, les coupant de la vie sociale. Au début de l'année, j'ai réalisé que je devais payer entre 1000 et 2500 shekels pour une tablette avant de payer les applications et les livres qui coûtent encore 300 shekels. Selon le ministère, la participation à ce programme est volontaire et le fruit d'un accord entre l'école, la municipalité et le comité des parents d'élèves. Les écoles qui y souscrivent reçoivent des aides financières pour aider les parents qui ne peuvent pas financer les tablettes. Les coûts s'élèvent à environ 364 € par ordinateur, un programme onéreux qui n'a pu être mis en place que dans des communes relativement prospères. Lise Barenbaum, Maurice Ifergan, Julien Baloul, bonjour. Alors honneur aux dames. Lise Barenbaum, quelle est la position des pouvoirs publics sur ce sujet ? Alors il y a un comité éducatif à la Knesset, le Parlement israélien, qui a énormément critiqué ce programme qui a été décidé par le ministère de l'Éducation. Ça va même très loin puisque le comité dit que ce programme est illégal puisqu'il aurait été obtenu sans l'accord des parents. En fait, on ne devrait pas contraindre les parents à acheter eux-mêmes la tablette. Donc le comité a simplement demandé l'annulation totale du programme. D'autant que c'est une contestation qui ne date pas d'hier. En fait, ça fait plus d'1 an que ça dure et le problème vraiment qui cristallise toutes les rancœurs, c'est le prix de la tablette. Il a été dit aux parents que ça devrait leur coûter 57 €, ce qui est un prix assez modique parce qu'elles sont achetées en gros, en très grande quantité. Et en fait, les parents disent qu'ils doivent débourser jusqu'à 300 € par appareil. Alors certains disent non et en échange, ils reçoivent des fascicules imprimés. Mais forcément, c'est moins joli que la tablette, donc ça crée des jalousies entre les enfants, ça crée des inégalités et on accuse le gouvernement de favoriser les familles riches. Et puis les parents disent aussi que sur ces tablettes, il faut installer beaucoup d'applications et de logiciels et que finalement, les enseignants passent plus de temps à installer qu'à enseigner. Maurice Fergan, pour compte, cette tablette, bon, mis à part le prix qui est élevé, on dit que finalement les enfants sont dans leur bulle, ils sont tous seuls sur leur tablette. Oui, moi je crois que ce n'est pas une question de prix, essentiellement c'est une question de pédagogie. Je veux dire, ces tablettes, et en fait ces écrans qui envahissent notre univers,
crée un manque de concentration chez les enfants, les empêche de travailler avec des outils traditionnels. Je veux dire, ils sont là à toucher une tablette sans rapport avec la réalité. Deuxièmement, c'est l'outil le moins convivial et le moins adapté à la communication, c'est-à-dire qu'on ne communique plus avec l'enseignant ni avec ses amis, on communique par l'intermédiaire de la tablette, et je suppose qu'il y a des élèves dans la même classe qui s'envoient des WhatsApp et des mails. Vous êtes d'accord, Julien ? Je l'étais, je ne le suis plus. J'ai vu un très beau reportage à la télévision israélienne justement sur les téléphones portables, sur les smartphones, donc pas tout à fait sur les tablettes, où ils montraient les professeurs qui exigeaient des élèves de mettre le téléphone portable à l'entrée de la classe et ceux qui l'utilisaient comme un outil pédagogique. Il y a beaucoup de professeurs qui s'en servaient notamment pour faire des quiz d'histoire où les élèves voyaient tout de suite la réponse sur le téléphone, on voyait quel élève a répondu bien, quel élève a répondu faux, et ils s'en servaient comme outil pédagogique. D'autant que ça marche très bien, vous savez, chez les dyslexiques qui ont beaucoup de mal à écrire ou bien qui ont des dysorthographies, il paraît que justement l'utilisation de la tablette les aide beaucoup dans l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Allez, on va passer à un autre sujet. Le ministre des Finances israélien Moshe Kahlon suit sa feuille de route. Lui qui avait promis des baisses de taxes et un meilleur niveau de vie commence avec l'alcool. Une baisse de près de 50% a été votée. Alors, une question est sur les lèvres de tout le monde. La consommation sera-t-elle encouragée par cette mesure? La réponse, c'est tout de suite. Israël abroge une loi de 2013. Le prix de l'alcool va baisser de 21%, tandis que celui de la bière baissera de 46%. Le ministre des Finances, Moshe Kahlon, a annoncé l'annulation d'une augmentation de la taxe sur l'alcool instituée en 2013 par le gouvernement précédent. Une décision surprise qui va permettre à la taxe sur la bière de descendre à 2,33 shekels, soit 0,22 €, et à celle sur l'alcool de culminer à 85 shekels, soit 19 € par litre. La hausse de la taxe décidée en 2013 pour tenter de combler le déficit de l'État n'a pas donné lieu à l'augmentation des revenus escomptés. C'est un comité composé de fonctionnaires du Trésor public et de l'administration fiscale qui a recommandé à Moshe Kahlon d'abroger cette hausse après avoir comparé les prix de l'alcool dans les autres pays de l'OCDE. Aujourd'hui, avec une taxe de 106,9 shekels, soit plus de 24 € par litre d'alcool pur, la taxe israélienne figure parmi les plus élevées du monde développé. Aux États-Unis, il n'est prélevé qu'environ 8 € par litre, contre 13 € pour l'Allemagne et 16 € pour la France. Le comité a également remarqué que cette augmentation des prix n'avait entraîné aucun effet dissuasif sur les consommateurs excessifs d'alcool. Alors, Lise Barenbaum, comment s'est passée justement cette augmentation de l'alcool en 2012 ? Alors, il y a 3 ans, en fait, le ministre des Finances de l'époque, Yair Lapid, a doublé la taxe imposée sur les produits alcoolisés pour suivre les recommandations de l'OCDE. Mais malgré le doublement de cette taxe, ça n'a eu aucune répercussion sur la consommation d'alcool. Donc, c'est retombé uniquement sur le porte-monnaie des consommateurs et pas du tout sur leur santé. Mais en tout cas, ce genre de mesure, ça correspond aujourd'hui, la baisse de la taxe, bien à ce que Moshe Kahlon avait promis lors de sa campagne pendant les législatives. Ça veut dire que les Israéliens, ils aiment l'alcool, quel que soit le prix finalement ? Alors, pas forcément, puisque même si la consommation d'alcool chez les Israéliens a beaucoup augmenté ces 20 dernières années, Israël est quand même classé parmi les plus petits buveurs des pays de l'OCDE. Il y a juste 3 pays derrière Israël, qui sont l'Inde, la Turquie et l'Indonésie. En revanche, malheureusement, Israël fait partie du peloton de tête des pays qui ont connu une évolution vraiment en hausse ces dernières années de consommation d'alcool chez les adultes entre 1992 et 2012, plus de 50%. Et en plus, le prix de l'alcool est très très cher en Israël, puisque c'est la bière à Tel Aviv est la 4e plus chère du monde après Oslo, Zurich et Tokyo. Justement, Maurice Fergan, à votre avis, pourquoi justement le ministre des Finances a commencé par annuler l'augmentation sur cette taxe de l'alcool ? D'abord parce qu'il veut montrer son libéralisme total. Je veux dire, c'est l'homme qui a cassé le marché des cellulaires. Il veut peut-être casser le marché d'alcool. Je veux dire, il avait déclaré qu'il était pour la réduction des taxes, de toutes les taxes, soit sur l'alcool, sur l'essence ou sur le tabac. Donc, c'est une déclaration d'intention économique, premièrement. Deuxièmement, il y a une polémique. Il y a une polémique et il s'agit surtout de porter atteinte à l'ancien ministre des Finances, Yair Lapid, qui lui avait effectivement doublé les taxes sur l'alcool. Et donc Moshe Kahlon, qui est l'ennemi juré de Yair Lapid, a trouvé le moyen de rendre la monnaie. Voilà. Ouais. Maintenant, il y a un débat. Je veux dire que Yair Lapid a laissé entendre que lorsqu'il avait augmenté les taxes sur l'alcool, l'avait fait sur des recommandations de l'OCDE qui avaient été acceptées par son prédécesseur Yuval Steinitz, et que donc c'était l'OCDE qui avait signé un accord avec Israël. Or, il s'avère, tous les quotidiens
quotidiens économiques israéliens le disent, qu'il n'y a jamais eu d'accord avec l'OCDE et que l'OCDE n'avait d'ailleurs jamais donné de recommandation de taxer l'alcool pour réduire la consommation. Il s'avère que toutes les enquêtes qui ont été faites par l'OCDE montrent que c'est un des outils pour faire baisser la consommation, mais ce n'est pas le seul outil. Et les ministres des Finances, Steinitz et Lapid, ont toujours dit qu'il s'agissait de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Point, c'est tout. Allez, on va rester dans le commerce des spiritueux avec une belle histoire. Hein. Julien Baloul, vous êtes donc journaliste et reporter pour Act 24 News. Vous avez été à la rencontre de la famille Khoury, un clan qui vit dans un village palestinien de Taïbé et qui commercialise son propre vin, une première pour cette famille qui a déjà fondé la seule brasserie de Cisjordanie. L'objectif, concurrencer les produits israéliens déjà très appréciés par les amateurs de vin à travers le monde. On va regarder votre reportage, Julien, puis on en parle tout de suite après. Amateurs de vin nouveau, notez l'adresse dans vos carnets. Taïbé cherche à conquérir le marché. La ville palestinienne située au nord de Ramallah a été rendue célèbre dans le passé par la famille Khoury qui a créé la bière de Taïbé en 1994. Près de 2 décennies plus tard, Canaan, le jeune prodige de la famille, diplômé de Harvard, s'est lancé dans la production viticole. Je suis de Taïbé, j'ai vécu ici toute ma vie. J'ai étudié aux États-Unis pendant 4 ans, je suis revenu il y a 2 ans et j'ai lancé cette affaire avec ma famille. C'est la seule production de vin en Palestine. Nous pensions qu'il était temps de créer un vin palestinien de qualité. Depuis 20 ans, nous avons réussi à produire de la bière de qualité, mais je pensais que concevoir du vin était plus excitant et intéressant. Je suis tombé amoureux du processus de création du vin et j'ai donc décidé de me lancer. Canaan n'a actuellement qu'un seul employé, il travaille sans relâche et est en charge de presque tout. De la conception du vin, bien entendu, ainsi que du site internet en passant par les posters et le ménage. Mais Canaan ne se plaint pas et montre fièrement ses installations. Nous faisons venir notre raisin depuis les villes de Birzeit et Aboud, à 20 minutes d'ici. Nous prévoyons d'utiliser à terme du raisin local, mais cela prendra du temps avant d'y parvenir. Au cours de la fermentation, nous sortons le vin de ses bacs par le bas et nous le réinsérons par le haut. Le but est de nous assurer que le jus est bien mélangé avec la peau et les pépins pour absorber la couleur et le tanin, ce qui donne au vin sa complexité et sa saveur. Ceux qui aiment le vin le savent, une bonne cuvée ne se boit pas le jour même, il faut la laisser mûrir. Pour cette phase, Canaan a choisi des fûts de France. Après ces explications techniques, l'étape la plus intéressante de la visite est arrivée, goûter le premier et unique vin palestinien. L'entreprise familiale Khoury a bien démarré, mais Canaan a les pieds sur terre et est conscient des difficultés. Il sait qu'il faudra être patient avant qu'elle ne soit rentable. Aujourd'hui, son principal défi est l'extension de ses exportations, notamment vers Israël. Plusieurs boutiques israéliennes vendent déjà ces bouteilles, mais la situation politique et les tensions sécuritaires compliquent souvent les échanges commerciaux. Est-ce qu'il était bon ce vin, Julien? J'étais sûr que ce serait la première question. Je ne suis pas un grand amateur de vin, donc j'ai du mal à faire la différence. En revanche, tu m'as apporté un camembert français et un camembert peut-être palestinien quand il en aura. Je vous dirai s'il est bon. Alors, est-ce que ce vin, c'est un symbole finalement de l'identité palestinienne? Oui, parce qu'en fait, une nation existe aussi par les produits qu'elle arrive à exporter. On connaît la France justement par les fromages dont je parlais. Ces Palestiniens veulent vraiment créer leur propre produit local en n'utilisant que du vin, du raisin local. Par exemple, on lui a demandé est-ce que vous accepteriez du raisin qui vient d'Israël. Il a dit non, on veut vraiment faire qu'il soit uniquement palestinien. Ils veulent s'exporter. On voit d'ailleurs sur les posters qui sont dans cette fabrique drink palestinienne, buvée palestinienne. Donc il y a vraiment une identité, un aspect identitaire dans ce. Voilà, exactement. Comment la société palestinienne, qui est quand même majoritairement musulmane, a accepté ce vin finalement? Comment elle l'a accueilli? Alors, il faut comprendre que Taïbé, c'est la seule ville de Cisjordanie qui est restée exclusivement chrétienne. Donc, on accepte là-bas l'alcool. La famille avait déjà eu des problèmes dans le passé parce qu'on le voit dans le reportage, elle crée aussi la bière de Taïbé. Et régulièrement, en octobre, tous les ans, ils font le festival de Taïbé. Et la population locale n'apprécie pas trop de voir tous ces jeunes occidentaux, ces filles, ces garçons qui dansent ensemble, qui se saoulent. Ils n'apprécient pas trop. Ils sont d'ailleurs, la famille Khoury est très inquiète
de voir le développement de l'islam radical dans la région, mais ils affirment qu'ils n'ont pas eu directement de pression contre eux. Ça signifie quand même un changement, Cisjordanie, vous pensez ? Oui, parce que cette même famille avait beaucoup souffert de la deuxième intifada. Lorsqu'il y avait des attentats tous les jours en Israël et des représailles israéliennes en Cisjordanie, il n'était pas possible d'exporter le vin en Israël ou à l'étranger. Donc le fait qu'aujourd'hui cette fabrique de bière ait pu également ouvrir une fabrique de vin est un symbole du renouveau économique de la Cisjordanie. Lise, rapidement, la femme de la semaine, vous pouvez passer à côté cette semaine. Alors c'est Bar Refaeli qui se marie et qui a demandé à ce Messieurs, ça n'est plus un cœur à prendre. Alors mais attention, elle a demandé à ce que l'espace aérien soit fermé au-dessus de son mariage, puisqu'elle veut que ça soit fait dans l'intimité, mais le ministre des Transports israélien a quand même mis son veto. Oui, donc Bar Refaeli qui se marie en Galilée. Voilà, Julien, Lise, Maurice, merci pour ces informations précieuses. Grâce à vous, Israël n'a plus de secret pour nous. Restez avec nous, Midi Ensemble, ça continue dans quelques instants. Place au lifestyle.